Rizzuto sortait de ce bureau, il est parti dans cette direction. Est-ce qu'il allait vers sa voiture? Est-ce qu'il allait rencontrer quelqu'un d'autre? On ne le sait pas. Ce qu'on sait cependant, c'est qu'il a été abattu en pleine rue, à une centaine de mètres plus loin. Alors, Vito Rizzuto a quitté la prison de Florence ce matin à 7h30, heure du Colorado. Le Bureau fédéral des prisons nous a confirmé ce matin qu'il avait été libéré. What you think you fuck with, right? I told him $1. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, pour l'épisode 7 de Crime Story, la famille Rizzuto. Vestige d'une époque révolue, une période pas si lointaine où la mafia italienne régnait en roi et maître sur l'île de Montréal et les alentours. Mais si vous le voulez bien, commençons par le commencement. Originaire de Cattolica Eraclea, en Sicile, petit village rural situé dans la province d'Agrigente, que vit le jour le 18 février 1924, Niccolo Rizzuto père. Même si le petit village est au même titre que le village de Corleone, bastion de plusieurs familles mafieuses reconnues, personne ce jour-là n'aurait pu prédire le destin de ce bambin qui allait, quelques années plus tard, révolutionner le monde criminel de l'autre côté de l'Atlantique. On connaît très peu d'informations sur la vie de Niccolo père alors qu'il était encore en Sicile. Les seules choses que l'on peut affirmer, c'est qu'après son mariage avec Libertine Mano, ils mettront au monde en 1940 Maria et 6 ans plus tard Vito, le deuxième personnage d'importance de notre histoire, qui lui pour sa part vit le jour le 21 février 1946. La vie en Italie étant plutôt difficile pendant ces années-là, la plupart des Italiens avaient une condition de vie très précaire. Plusieurs, dont les Rizzuto, décidèrent donc de s'en aller et d'essayer de tenter leur chance de l'autre côté de l'Atlantique, en Amérique. C'est donc dans le but d'améliorer leur sort que les Rizzuto mirent le pied à Halifax le jour du 8e anniversaire du petit Vito, c'est-à-dire le 21 février 1954. Au moment de sa déclaration douanière, le père Niccolo déclara être un cultivateur italien et n'avoir que 30 $ en poche au moment de son débarquement. Cela n'empêchera pas ce dernier, presque 2 ans jour pour jour plus tard, d'acquérir un quadriplex sur l'avenue des Lorimiers, située sur l'île de Montréal. Sur sa déclaration de revenus cette année-là, on peut lire que Niccolo Rizzuto est entrepreneur en ciment et béton. Pendant les 10 années qui suivront, tout sourit à la famille Rizzuto. Tant et si bien que 10 ans plus tard, Niccolo se trouve actionnaire de 4 entreprises différentes, tous plus ou moins spécialisées dans le bâtiment. Des entreprises assez importantes pour pouvoir soumissionner pour l'un, si ce n'est le plus grand chantier que l'île de Montréal n'a jamais connu, c'est-à-dire la construction des infrastructures de l'Expo 67, une exposition universelle où pas moins de 90 pays devaient avoir pignon sur rue, ne serait-ce qu'un instant sur l'île de Montréal. C'est aussi lors de ce chantier gigantesque qu'ils entreprendront un projet de construction qui aujourd'hui symbolise Montréal au travers le monde, c'est-à-dire le stade olympique. Tout allait bien. Peut-être un peu trop bien. Cela n'allait pas tarder à changer, car le succès de Niccolo finit par arriver aux oreilles d'un autre clan italien, la famille Cotroni. Ces derniers, d'origine calabraise, étaient, et ce depuis plusieurs années, les maîtres incontestés de la mafia à Montréal, et voyaient d'un mauvais œil l'ascension de Niccolo, un Sicilien. Pourtant originaire du même pays, mais de régions différentes, ces deux factions ont depuis belle lurette la réputation d'être incapables de cohabiter, voire même de se détester. La faction calabraise, dirigée par les deux frères Cotroni, Vic et Frank, les deux secondés par leur fidèle homme de main, Paolo Violi, c'était eux à cette époque qui constituaient la crème de la pègre montréalaise. Ce qui faisait tiquer ces trois hommes, c'était que Niccolo Rizzuto n'avait pas de succès que dans la construction, parce que la prospérité presque instantanée de ce dernier, alors qu'il débarque en Amérique, n'était due ni à sa connaissance du BTP, ni à un sens des affaires légales particulièrement développé. Il disposait simplement d'une multitude de connexions, et ce, au travers le monde. Des connexions dans l'import-export, de matières tous plus illicites les unes que les autres. Marijuana, hashish,
héroïne, cocaïne. Un panel de stupéfiants que le père Rizzuto faisait venir en Amérique, que ce soit du Mexique, de la Colombie, du Venezuela ou par l'entremise de la French Connection qui avait le monopole de l'héroïne à cette époque. Il était aussi un associé très proche du clan Caruana Contreras, eux aussi de puissants importateurs de denrées illicites dont les ramifications étaient mondiales et qui étaient eux aussi originaires de la province d'Agrigente en Sicile. C'est grâce à cette abondance de connexions plus que lucratives que la famille Cotroni dure faire une place, bien malgré eux, à Niccolo Rizzuto dans leur organisation. Il faut dire aussi, et ce n'était un secret pour personne, que les Cotroni avaient été mis en place et évoluaient sous la tutelle des 5 grandes familles de New York. Et chez ces derniers aussi, Niccolo Rizzuto avait toute une réputation. Ce qui faisait que malgré le fait qu'ils ne l'appréciaient pas du tout, les Calabrais de Montréal ne pouvaient pas toucher à un cheveu de Nick Rizzuto, sous peine d'avoir de gros problèmes avec leur patron de New York. C'est ainsi que pendant plusieurs années durent cohabiter dans ce contexte d'entente imposée, Siciliens et Calabrais. C'est ainsi que les années passèrent. Nous voici maintenant en 1972, année catastrophique pour tout le crime organisé québécois. En effet, cette année-là, on annonça la tenue d'une commission d'enquête. Nommée la SECO pour commission d'enquête sur le crime organisé, elle avait pour but d'identifier les principaux acteurs du milieu interlope dans le but de démanteler leur organisation. Et pour ce faire, elle cita à comparaître les grands noms du crime organisé québécois de l'époque. Cette commission fut aussi la première à être quotidiennement télévisée, exposant d'une manière plus que malaisante ceux qui normalement préféraient rester à l'ombre. Au même titre que les Cotroni, les Rizzuto furent cités à comparaître. Étant moins exposé par contre, pour ne pas avoir à témoigner, il décida de s'exiler au Venezuela, là où il avait plusieurs contacts, et surtout parce que le Venezuela n'avait aucun traité d'extradition avec le Canada. Si ce dernier réussit à sortir in extremis du pays, on ne peut pas en dire autant de la famille Cotroni qui, pour sa part, fut frappée de plein fouet par cette commission. Le parrain de la famille, Vincenzo, dit Vic Cotroni, pour plusieurs raisons, dont son état de santé chancelant, nomma son second, Paolo Violi, comme son successeur. Mais malheureusement pour ces deux mafiosi d'origine calabraise, une autre mauvaise nouvelle leur pendait au-dessus de la tête, dévoilant une bévue monumentale, impardonnable dans ce milieu impitoyable qu'est celle de la mafia. Rue Jean-Talon-Est, au cœur du quartier italien de Montréal, le Reggio Bar, un café-billard d'apparence inoffensive, servait de quartier général à l'organisation Violi. Au fond de l'établissement, une porte donnait accès à un petit bureau situé derrière un autre commerce utilisé comme façade par la mafia, la Gelateria Violi. Pendant plus de 4 ans, un micro de la police dissimulé dans ce bureau captait toutes les conversations de Violi avec ses principaux lieutenants. Ces enregistrements clandestins effectués dans le Reggio Bar dévoilaient au monde entier non seulement le manque d'efficacité de Paolo Violi comme parrain, il avait dit plusieurs noms et avoué plusieurs crimes. C'est au courant de l'année 1976 qu'on dévoila ces fameux enregistrements à la commission. Le mafiosi n'était pas sans savoir qu'il vivait maintenant sur du temps emprunté. Niccolo Rizzuto, sortant de sa cachette au Venezuela, décida de faire un voyage à New York pour demander au chef des 5 familles s'il pouvait éliminer Paolo Violi. Leur bénédiction étant nécessaire pour une transition qui ne se terminerait pas dans un bain de sang. Vu les circonstances, c'est sans aucun problème qu'il obtint le feu vert pour ses funestes projets. Projet qui devrait malgré lui attendre un certain temps car Paolo Violi, suite à son audition à la SECO et ayant refusé de témoigner, avait écopé de 12 mois d'incarcération. Pour l'instant, il était intouchable. Ce n'était par contre pas le cas de ses 2 frères. C'est donc en 1977, le 8 février, que la purge dans la mafia montréalaise commença. Francesco Violi, qui était l'intérêt parrain de la mafia en l'absence de son frère, fut assassiné avec un fusil de chasse dans une entreprise que lui et ses 2 frères possédaient. Ayant purgé sa peine de 12 mois, Paolo Violi fut relâché en début décembre 1977. Violi et Vito Rizzuto, que son père avait envoyé pour le représenter, se rencontrèrent une dernière fois, l'objectif étant de régler le problème de manière pacifique. Violi ne convainca pas ses interlocuteurs de lever la mise à mort qui planait sur lui. Même se sachant menacé à tout instant, Violi finit par reprendre ses bonnes vieilles habitudes. Une d'entre elles était de se rendre à son ancien bar, le Reggio, qui entre-temps avait été revendu à des Siciliens, pour faire 1 ou 2 parties de cartes de manière quotidienne. C'est lors d'une de ses soirées de poker, par un 22 janvier de l'année 1978, que Violi dut faire face à son destin.
C'est avec 2 coups de fusil de chasse tirés à bout portant par une Zardini, arme d'origine sicilienne traditionnellement utilisée dans les règlements de compte entre mafieux, qu'ont mis un terme à la vie de Paolo Violi, ex-parrain de la ville de Montréal. Ce meurtre n'était malheureusement pas le dernier, car 2 ans plus tard, le 18 octobre 1980, le plus jeune et le dernier des frères Violi se fit assassiner à son tour par un tireur embusqué, atteignant le dernier des héritiers Violi d'une balle à la tête alors qu'il se trouvait dans la cuisine de son condo. C'est donc fin 1980, début 1981, qu'on peut officiellement dire que les Rizzuto ont pris le contrôle sur le Québec et une partie de l'Ontario. À cette période, le flot de drogue acheminé au Canada par la famille Rizzuto n'a d'égal que l'argent qu'ils blanchissent, que ce soit pour leur propre compte ou pour ceux de leurs homologues américains ou italiens. Mais pendant que les Rizzuto finissent d'asseoir leur autorité sur une grande partie du Canada, de l'autre côté des lignes américano-canadiennes, il y a du bouleversement dans l'air. En effet, l'incarcération récente de Phil Rastelli, actuel parrain des Bonanno, avait eu pour effet de faire naître une paranoïa. D'une part, il y avait ceux loyaux à Rastelli, de l'autre part, des dissidents, voyant l'opportunité de prendre le contrôle maintenant que le boss était à l'ombre pour un bon moment, et à la tête de la faction qui souhaitait destituer Rastelli de son rôle de parrain et ainsi faire main basse sur le contrôle de la famille Bonanno. Se trouvaient Alphonse Sonny Red Indelicato, Dominique Bictrin Trinchera, ainsi que Philippe Giacone. Ces 3 capots préparaient une guerre à un 4e, Joe Massino, qui lui était resté loyal au parrain incarcéré. Ne sachant trop vers qui se tourner, ignorant qui était de son côté dans cette guerre intestine, il se tourna pour de l'aide vers la faction canadienne. Il se tourna donc vers les Rizzuto, demandant à Niccolo de lui fournir des gars fiables dans le but d'éliminer le problème une fois pour toutes. Niccolo proposa pour cette basse besogne nul autre que son propre fils Vito, âgé de la mi-trentaine à cette époque, qui, en s'acquittant de cette tâche, prouverait sa valeur et par la même occasion retournerait le service, cette dette d'honneur qu'ils avaient envers les Bonanno depuis que ces derniers leur avaient donné leur bénédiction dans la prise de pouvoir de la ville de Montréal. C'est alors que Joe Massino, Dominique dit Sonny Black Napolitano et Gerlando Sassia convoquèrent les 3 renégats à une rencontre dans un club social de Brooklyn pour tenter de régler ce conflit pacifiquement avant qu'ils ne détruisent par l'intérieur la famille Bonanno complète. Bien sûr, tout ceci n'était qu'un piège dans le but d'exterminer les 3 capots récalcitrants. Le plan était simple mais très efficace. 4 hommes, dont Vito Rizzuto, devaient attendre dans un garde-robe pendant la dite rencontre. Ils devaient attendre le signal. Soit que Joe Massino passe sa main dans ses cheveux, signal pour les 4 hommes d'émerger du garde-robe et de prétendre être des vainqueurs pour ensuite froidement les 3 capots et ainsi décapiter la faction rebelle de la famille Bonanno. Le plan se déroula comme sur des roulettes. Et une fois les 3 capots morts, les comparses se dispersèrent, laissant à une autre branche de la famille le soin de disposer des cadavres des 3 dissidents. Les fossoyeurs attitrés de la famille Bonanno enterrèrent ces derniers dans une zone surnommée The Hole, c'est-à-dire le trou, situé à proximité de Lindenwood dans le Queens, qui n'était à l'époque qu'un simple terrain vague. On ne saura que plusieurs dizaines d'années plus tard qu'un 4e individu accompagnant les victimes s'était enfui et avait été témoin des meurtres. Frank Lino, qui les accompagnait, avait été épargné du massacre car il était resté dans la voiture à l'extérieur du commerce. Ce dernier, témoin de la violente agression et s'étant enfui sans que personne ne soupçonne sa présence à ce moment sur les lieux, décida dans les jours qui suivent d'approcher Massino et de lui proposer de s'associer avec lui, s'abstenant de partager avec quiconque ce qu'il avait vu ce soir-là. La beauté de la chose, c'est que même pas 24 heures après les faits, les Canadiens qui avaient traversé la frontière le temps d'un contrat étaient de retour parmi les leurs. Et bien sûr, le fait qu'ils n'étaient pas directement impliqués dans le conflit ou dans la famille impliquée les rendait vraiment difficiles à retracer, surtout à l'époque. Le coup était magistralement orchestré et malgré la gravité du geste, tout le monde pouvait dormir sur ses 2 oreilles. En plus de ça, petit fun fact, l'équipe de la famille Gambino, en charge de faire disparaître toutes les preuves, était supervisée par un capot qui avait une bonne réputation, une étoile montante de la famille Gambino, un homme de main dévoué répondant au nom de John Gotti, qui quelques mois, années plus tard, acquit toute une notoriété.
et oui, je parle bien du même, qui élèvera le rang de parrain de la mafia au même niveau que celle des vedettes de cinéma. Populaire et charismatique pour tout le monde, sauf pour ses semblables, qui le trouvaient trop tape à l'œil et qui attiraient trop l'attention. Mais revenons-en de ce côté-ci de la frontière. Vito, ayant accompli sa mission, qui plus est, sans sourciller ni poser de questions, avait de ce fait franchi une étape primordiale et essentielle dans l'évolution de sa carrière criminelle. Bien sûr, un homme qui est prêt à tuer pour son organisation criminelle est un atout précieux pour cette dernière, mais il y a aussi le fait de se mouiller, de s'incriminer, de se compromettre au point d'avoir de tels secrets. Ce sont ces mêmes secrets qui tiennent les membres de l'organisation ensemble. Étant donné que, techniquement, tout le monde pourrait faire tomber tout le monde, mais que, théoriquement, personne ne devrait jamais faire ça, selon les lois non écrites du milieu. Mais croyez-moi, cette histoire, plus que bien d'autres, prouvera que ce n'est pas parce qu'ils s'appellent des hommes d'honneur qu'ils en sont tous forcément. Vito, pour sa part, en ayant rendu ce service à la famille Bonanno et par la même occasion à son père, et ce dernier l'implique plus dans des gros coups. Au fil des années, ils s'avéreront être une super équipe père-fils, faisant prospérer la mafia sicilienne à Montréal et Toronto et étendant leur pouvoir un peu partout sur le globe dans les années qui suivirent, qui furent un peu l'âge d'or de la famille Rizzuto comme organisation reine sur la ville de Montréal et les environs, dans le milieu, avec une si bonne réputation qu'on la compare souvent à la famille royale d'Angleterre. Nous sommes maintenant en 82-83 et c'est ainsi que se conclut la partie 1 de cet épisode 7 de Crime Story, la famille Rizzuto, la famille royale de la pègre montréalaise. Comme toujours, un gros merci à ceux qui ont écouté la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que de votre côté de l'écran, vous avez autant apprécié de visionner cette version 2.0 de Crime Story avec les changements que j'ai apportés. C'est loin d'être terminé, ne vous inquiétez pas, on s'améliore à chaque jour. Et pour ne rien manquer, je vous conseille de vous abonner. Et si vous voulez lâcher un petit like si vous avez apprécié la vidéo, c'est toujours apprécié. Ça aide à donner de la visibilité et ainsi à en faire profiter d'autres personnes. Avant que j'oublie, je voudrais prendre un petit 2 minutes pour vous souhaiter à tous et toutes joyeux Noël et une bonne année 2025. Et oui, déjà 2025. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous. On se revoit l'année prochaine. Ici Alexis White et je rends l'antenne.